Je vais vous présenter un sujet qui est assez grave, hein, comme beaucoup des sujets que nous avons abordés ici. C'est aussi une manière de se confronter à un passé qui peut-être peut devenir une forme d'avenir. On est dans des situations qui ne sont pas totalement révolues sur ces sujets, donc je vous demande d'être attentif à ce que je vais dire, parce que ce passé n'est pas si lointain et il y a éventuellement des risques pour que certaines choses se reproduisent, notamment sur la conférence d'aujourd'hui. Où le but a été d'évoquer, alors le thème global de ces journées, c'est d'étudier, de réfléchir aux civils pendant la guerre. Sur la guerre, on peut aborder tout un ensemble de thématiques. Les militaires, l'action militaire, les avancées militaires, les défenses militaires, peut-être les stratégies. Là, on s'est plutôt orienté vers la question des civils et la manière dont les civils ont eu à souffrir, évidemment, du conflit. Et dans le cadre de ces civils, on sait que l'une des cibles, notamment de l'Allemagne nazie, et pas que de l'Allemagne nazie, de ses futurs alliés, et je dirais même d'une partie de la France qui va devenir en 1940, vous le savez sans doute, l'allié des Allemands dans la mesure où le gouvernement qui s'est établi à Vichy, la carte qui le montre ici, à chaque fois on y fait référence, montre que cette France soumise en 1940 eh bien, va épouser un certain nombre de volontés de la part de l'occupant allemand. Eh bien, on sait qu'une des cibles principales, ce sont les juifs. Et en fait, aujourd'hui, on va évoquer tout un ensemble de catégories. On a décidé de ne pas programmer une conférence sur les juifs, mais je voulais le dire d'emblée, c'est que une des catégories ethniques en particulier, et ça je mets des guillemets quand je dis catégorie ethnique, visées par la barbarie nazie et ses alliés, ce sont les juifs. On connaît le phénomène extrêmement violent, et je dirais presque incompréhensible dans ce XXe siècle, qui était le XXe siècle de la modernité, que d'arriver à une machine industrielle qui tue des gens, et qui les tue par centaines de milliers, je dirais même par millions. Donc ça, c'est un élément que, d'emblée, il faut dire. Les juifs, on ne va pas les laisser de côté aujourd'hui. Enfin si, je vais les laisser de côté parce que je vais montrer qu'il y a d'autres minorités, mais il faut avoir cet élément en tête, c'est que d'abord, ce sont les juifs qui ont été visés. Mais pas que. C'est ça que je voudrais dire aujourd'hui. Et j'ai choisi, alors on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous, de vous présenter 3 catégories différentes de minorités, entre guillemets, discriminées, des minorités différentes en termes de catégories, vous les voyez ici. Il y a une minorité ethnique que je vais commencer à présenter, que sont les tziganes. On a une minorité, je dirais, au sens corporel, au sens du comportement, au sens de la manière d'être dans la société. Ce sont les personnes qui ont un handicap, qu'il soit mental ou moteur, qui ont été aussi victimes d'une répression, et on l'a pendant longtemps oublié. Et puis une minorité de genre, on pourrait dire, d'orientation sexuelle, que sont les homosexuels, qui eux aussi ont été victimes de ces violences pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on va faire ce tour d'horizon qui n'est pas complet, puisque j'aurais pu aborder aussi d'autres minorités. Évidemment, chacun pourra me dire, vous ne parlez pas des Noirs, et c'est vrai que les Noirs ont été aussi victimes, et d'autres catégories. Donc ça aurait été trop long, Monsieur Brière, de vouloir toutes aborder. Donc je me suis focalisé sur ces 3 minorités que je voudrais vous présenter donc, dans ces 40-45 minutes de présentation. Et je vais les aborder les unes après les autres. Je serai un peu plus long sur les tziganes, et j'irai un peu plus vite, un peu plus rapidement sur les 2 autres catégories, non pas qu'elles soient moins importantes, mais parce que c'est une question de temps et de timing. Alors commençons donc effectivement par les minorités tziganes, qui montrent le fait que la haine, je me lève pas trop parce qu'il faut rester sur la caméra, que la haine qui s'exprime avant la guerre, dans les années 30, en Allemagne, à partir du moment où Hitler, vous savez sans doute la date d'arrivée au pouvoir d'Hitler, 1933, mais donc ces années-là sont déjà des années où se mettent en place des phénomènes d'exclusion, des phénomènes de discrimination. C'est le cas en Allemagne, c'est aussi le cas ailleurs. En France aussi, on a des phénomènes d'exclusion. Tout n'est pas né en 1939, c'est ça que je voulais dire. Et le deuxième élément, donc, c'est que cette haine, elle est multipolaire. Elle n'est pas que sur une catégorie. Oui, il y a une catégorie cible, les juifs, mais il y a aussi une haine qui se diffuse à d'autres catégories. Donc ces précautions dites, évoquées, abordons le thème des tziganes, et vous voyez ici une image qui met en scène le côté très violent qui va se mettre en place comme une sorte d'organisation à l'égard des populations tziganes. Alors quelques mots sur les tziganes pour que vous les connaissiez mieux. C'est une population qui au départ très lointainement au Moyen-Âge était nomade, venu du nord de l'Inde, de la région du Pendjab, donc au nord de l'Inde, et qui est arrivé en Europe entre le 8e et le 9e siècle de notre ère. Des Roms dont on a d'ailleurs déjà beaucoup de mal à nommer ce qu'ils sont.
puisqu'on emploie des mots très différents, encore aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui on dit plutôt Rome, à l'époque on disait plutôt Tzigane, on pourra alterner les deux, mais il y a aussi d'autres mots employés comme gitan. Pourquoi gitan? Parce qu'on parlait aussi de gypsy, ça venait de l'espagnol gitano et gyptano, parce que les Espagnols pensaient que les Roms venaient d'Égypte. Donc quand on dit les gypsies, les gitanos, ça renvoie à une lointaine figure égyptienne, alors que les Roms ne venaient pas d'Égypte. C'est aussi une minorité, les Tziganes, à plusieurs branches, ils ne sont pas tous unis d'une manière intangible. On a différentes familles, on pourrait dire, diversité. Les Sinti, S-I-N-T-I, sont par exemple une branche un peu particulière, et ils ont quand même bien souvent une langue commune qui est issue du sanskrit, de la langue classique de l'Inde. Et par exemple, pour montrer les diversités, il y a des Tziganes musulmans de religion et il y a des Tziganes chrétiens. Certains, d'ailleurs, se sont convertis dans la route qu'ils ont faite depuis l'Inde à ces différentes religions. Une catégorie qui est assez souvent présentée aussi, c'est que les Tziganes sont souvent présentés comme ce qu'on appelle aussi gens du voyage. Voilà une autre catégorie avec une dimension très officielle. Aujourd'hui, on parle des aires, par exemple, de fixation des gens du voyage dans un certain nombre de grandes villes. Il y en a à Nice, par exemple. Eh bien, cette notion de nomadisme colle à la peau, à tort ou à raison, des Tziganes. Il est vrai que certains sont nomades et qu'ils ont du mal à être repérés comme étant des populations intégrées dans telle ou telle société. Mais, sachons-le, ils ne sont pas forcément tous des gens du voyage. Donc, le voyage leur colle à la peau, même si parfois, ils ne voyagent pas. Ils sont parfois, d'ailleurs, bien intégrés dans la société qui est, par exemple, la société allemande ou les différentes nations européennes. Pendant des siècles, et ça c'est important de le dire, pour essayer de comprendre pourquoi une catégorie est discriminée, comme les Juifs ou comme les Tziganes, ils ont été méprisés en Europe. Cette population qui est arrivée, qui ne semblait pas se fixer, qui n'avait pas de racines, était méprisée, et ça vient de très loin. Par exemple, en Allemagne, on les appelle les Zigeuner, les parias, c'est un mot qu'on a employé depuis le Moyen-Âge, donc ça vient d'assez loin. Pourtant, une population qui est moins dispersée qu'il n'y paraît. Certains de ces Tziganes sont des artisans, ils sont forgerons, outilleurs, ferblantiers, marchands de chevaux. Ils sont artistes parfois, c'est souvent ce qu'on a retenu d'eux. Ils sont musiciens, danseurs, dresseurs d'animaux. On évoquait souvent la notion de montreurs d'ours, montrer des animaux dans des foires. Ils étaient là souvent présents pour faire ça. Et des gens qui travaillent dans le cirque et qui font beaucoup de représentations circassiennes. Et puis des commerçants et parfois même des fonctionnaires. Donc pensez pas que les Tziganes étaient en dehors des sociétés. Ils étaient parfois, souvent, à l'intérieur des sociétés, et en particulier de la société française. Alors, venons-en effectivement à la période qui nous amène à la guerre. Là, c'était une présentation un peu générale. En 1939, il y a une donnée chiffrée que je peux vous apporter. En Europe, dans toute l'Europe, il y a un peu moins de 1 million de Tziganes, ce qui apparaît peu par rapport à l'ensemble de la population européenne. C'est un fait qu'il faut avoir en tête. Le nombre n'est pas très important, on n'arrive pas au million d'habitants dans tous les pays d'Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Europe orientale et l'Europe centrale, ou l'Espagne aussi. Donc moins d'1 million d'habitants. La moitié de cette population vit en Europe orientale, notamment en URSS, en Roumanie, dans des petits groupes de communautés en Hongrie, en Yougoslavie à l'époque, ou en Bulgarie. Et en Allemagne, il y a à peu près 30 000 Tziganes qui vivent sur le territoire allemand. Et certains sont des citoyens allemands dans cette situation. Et ils vont subir, à partir du moment où Hitler est arrivé au pouvoir dès 1933, et de plus en plus fortement à partir de la déclaration de la guerre, une violence, des persécutions. On parlera même, ça peut être discutable, d'un génocide Tzigane. Quand je parle de génocide, pour que vous compreniez bien, c'est l'idée qu'on a un projet politique administré pour faire disparaître de la surface de la planète une catégorie, comme ça a été le cas pour les Juifs, et ça a été aussi envisagé pour les Tziganes. C'est-à-dire qu'il y a une organisation d'État pour faire disparaître un peuple, une population, de la surface de la planète. Vous voyez la violence de ce dont on parle ici, qui est d'abord le fruit de stéréotypes. Pourquoi? Parce que les persécutions des Tziganes, du côté des Tziganes, on parle du pojamos, c'est-à-dire, ça renvoie un peu à pogrom, dévoré du côté Tzigane. Eh bien, ces persécutions, elles sont essentiellement voulues et développées pour des raisons raciales. Les nazis, mais pas que, les populations européennes, globalement, pensent que les Tziganes sont classés comme racialement inférieurs. Beaucoup de préjugés sont répandus sur eux, en Allemagne en particulier, et pas que chez les nazis, je vous disais, dans la population en général. Ça, c'est important. Pour qu'un génocide puisse prendre corps, il ne s'agit pas simplement de quelques-uns qui vont fabriquer ces racismes d'État. Il faut que la population
pas tous évidemment, mais d'une certaine manière suivent. Et ça c'est un élément extrêmement fondamental parce que finalement il y avait un racisme anti-juif, antisémitisme, et un racisme anti-tzigane extrêmement important avant même que les nazis arrivent. Et les nazis vont reprendre ces stéréotypes, les préjugés, et les appliquer pour en faire une persécution systématique, systématisée. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de 1933, avant même la guerre? Internement arbitraire, on interne des tziganes sans qu'il y ait de raison particulière, ils n'ont pas fait d'actes répréhensibles, on les soumet au travail forcé, on en parlait l'autre jour, et on les assassine en masse. Les autorités allemandes vont exterminer, c'est le mot qu'on peut employer, des dizaines de milliers de tziganes, notamment dans les territoires occupés par les Allemands. Et vous le savez, hein, il y a une histoire diplomatique et militaire qu'il faut évoquer ici. L'Allemagne, à partir de 1936-37, commence à progresser territorialement dans toute l'Europe. Sa volonté, c'est évidemment de diriger et de gouverner toute l'Europe, notamment en progressant à l'Est. Donc, à mesure que l'Allemagne va récupérer, annexer l'Autriche, l'Anschluss, puis la Tchécoslovaquie, puis avancer, y compris jusqu'en URSS, au fur et à mesure que l'armée avance, il va y avoir des massacres de tziganes, de juifs et de tziganes, dans les mêmes perspectives. Et le sort des tziganes est un peu lié au sort des juifs, puisqu'ils subissent un peu le même type de répression dans ce contexte-là. Hein. Donc l'idée que la progression va amener à une sorte d'épuration ethnique, hein, et de montrer effectivement que des milliers de tziganes sont tués dans des camps de mise à mort, qu'on appelle aussi les camps d'extermination. Donc vous avez ici une carte, hein, peut-être que ces noms vous disent quelque chose, parce qu'évidemment ils sont dans les manuels scolaires pour évoquer. Hein. Le plus important, bien sûr, c'est Auschwitz, hein, qui est un peu plus tardif que les autres, mais on connaît peut-être un peu moins Belzec, Majdanek, Sobibor, Treblinka, Chelmno, hein, qui sont principalement situés dans le territoire polonais. Et c'est en Pologne que ces camps ont été placés par les Allemands. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas trop que ça se passe sur le sol germanique, hein, exécuter en masse, de manière industrielle des gens. On préférait le faire dans un pays annexé, hein, dans un territoire annexé qui était la Pologne, qui était une sorte de territoire complètement bloqué et gouverné par d'un côté l'Allemagne et de l'autre côté les convoitises soviétiques. Donc c'est en Pologne actuelle que se situent ces camps d'extermination qui sont le point haut de la violence contre les juifs et bien sûr contre les tziganes. Hein. Donc camps d'extermination qui vont aussi être accompagnés par effectivement des exactions des structures policières de l'Allemagne nazie. Je pense notamment à la police allemande et je pense notamment à ce qu'on appelle, ça vous connaissez au moins, la SS, hein, qu'on appelle escadron de protection, sur lequel je voudrais dire un tout petit mot parce que c'est important. La SS, qui au départ était une sorte de groupe de quelques hommes de main qui protégeaient Hitler, c'était ça au départ, la SS c'était l'escadron de protection d'Hitler, au début, avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais à partir du moment où il est arrivé au pouvoir, la SS va devenir une sorte de structure immense, énorme, qui va prendre de plus en plus de place, devenir une sorte d'État dans l'État, et qui va, pour ce qui nous concerne ce matin, être au cœur des processus d'extermination des populations qu'il faut éliminer de l'espace allemand. Évidemment, entièrement dévouée à Hitler et complètement active dans tout ce que je présente aujourd'hui. Donc la SS est quelque part l'instance qui fait les basses œuvres, hein, du nazisme. Hein, et d'ailleurs, lorsque la guerre se terminera, et au procès de Nuremberg qui sera punitif, hein, à l'égard de beaucoup de nazis, l'ASS sera considérée comme une organisation criminelle. Hein, donc il y a là quelque chose qui va mettre en avant une structuration. Vous voyez, une structuration, ça c'est un élément essentiel. À côté des camps d'extermination, l'ASS et la police incarcèrent des tziganes dans des camps de concentration qui sont moins violents. Enfin, c'est difficile de dire ça. Hein, des camps de Dachau, de Mauthausen, de Ravensbrück, de Buchenwald, où il y a effectivement une présence tzigane également. En sachant que, et ça c'est aussi important de le savoir, le Reich, c'est-à-dire la Grande Allemagne, l'Allemagne et ses proches nations annexées comme l'Autriche, se considèrent comme étant le cœur du régime et le cœur de ce qu'on appelle le Grand Reich. Et l'idée c'est d'abord d'épurer ce Grand Reich, d'évacuer tout ce qui gêne dans ce Grand Reich. Et donc on les pousse, ces minorités, dans les parties périphériques du Reich, comme par exemple ce qu'on appelle le gouvernement général, c'est-à-dire notamment la Pologne. Donc il y a sur le territoire, un territoire qui est central, et puis un territoire périphérique vers lequel on pousse les minorités. Ce sera aussi le cas des handicapés et des homosexuels. Hein. L'idée, c'est de les faire
partir dans des espaces qui ne sont pas l'espace central de ce qu'on appelle l'espace vital allemand dans ce contexte-là. Et donc le 21 septembre 1939, lorsque la guerre vient d'être déclarée, le chef de l'office de sécurité du Reich, qui s'appelle Reinhard Heydrich, eh bien, rencontre les responsables de la police de sûreté allemande et du service de sûreté allemand à Berlin. Et concernant le fait que la victoire allemande en Pologne, que son invasion est acquise à ce moment-là, eh bien, il entreprend d'expulser les 30 000 tziganes qui appartiennent, qui vivent dans ce Grand Reich, pour les amener en Pologne dans ce cadre-là. Et l'idée qui est énoncée dans un premier temps sera mise en échec par le gouverneur général en Pologne qui ne veut pas accueillir ces tziganes. Donc il y a un conflit entre Allemands, entre l'espace secondaire et l'espace central, parce qu'on se renvoie la balle, on ne veut pas accueillir ces populations, le mot est important, indésirables. Indésirables, parce qu'on considère que la Pologne n'a pas supporté, tout en étant sous l'occupation allemande, cet afflux trop massif de populations inquiétantes et discriminées. Et donc, il va y avoir en mai 1940 des actions qui seront plus dispersées, plutôt que d'un envoi massif des 30 000 qu'on aurait raflé. On envoie par exemple, en 1940, dans le district de Lublin, c'est en Pologne, 2500 tziganes, venus principalement, raflés principalement de Hambourg et de Brême. Ils sont dans des camps et la plupart vont mourir. Le sort des survivants, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Peut-être ils se sont cachés, peut-être ils se sont échappés, peut-être qu'ils sont morts sans condamner de nouvelles. On pense que beaucoup ont été assassinés par la SS dans des chambres à gaz à Belzec, à Sobibor et à Treblinka. Donc voilà un exemple de départ de 2500. Automne 41, 5000 Sinti, donc une catégorie de tziganes, sont envoyés dans le ghetto de Lodz, en Pologne, là aussi, où ils sont mis dans le ghetto juif. Mais pas avec les juifs, on les met dans un quartier à part. Donc on distingue les minorités. Il y a le ghetto qui est principalement occupé par des juifs, et dans le ghetto, il y a un ghetto dans le ghetto qui est le ghetto des tziganes, à Lodz, avec une idée de séparer les minorités pour ne pas qu'elles se rencontrent pour des raisons diverses et variées. On voit ici, globalement, quand on regarde cette carte, la carte finalement, bon c'est en anglais, mais la carte des persécutions des Roms, des Gypsies, entre 1939 et 1945, où on voit que c'est beaucoup sur le territoire de l'Europe centrale et orientale, l'Allemagne, et tout ce qui est la progression allemande à l'Est, avec les camps essentiels d'extermination, mais aussi ces camps qui sont effectivement des camps de concentration ou des camps de travail forcé. Peut-être qu'on peut en retenir un du côté de Berlin, qui est le camp de Marzahn, effectivement, qui va lui aussi jouer un rôle important, parce que c'est un des rares camps en Allemagne, comme je vous l'ai dit. Certains ne sont pas partis, et on va effectivement les parquer dans un camp très très à la périphérie de la ville, pour éviter qu'on ne les voie, et surtout que ceux-ci sortent. Alors voilà quelques images pour concrétiser un peu ce que je vous dis, de la déportation de familles tziganes de Vienne vers la Pologne. Nous sommes entre septembre et décembre 1939. Et puis voilà comment s'opèrent les rafles. Ce document est assez intéressant parce qu'on voit la police et la SS en action. On va dans des endroits où sont situés ces Roms, souvent parfois à la campagne, et la police, vous voyez, a joué un rôle de premier plan pour aller récupérer, rafler des Roms là où ils pouvaient se placer, se cacher éventuellement, ou habiter. Et ici, vous voyez le camp de Marzahn dont je vous ai parlé tout à l'heure à Berlin, c'est un des rares camps sur le territoire allemand, avec un deuxième du côté d'Hambourg. Le camp de Marzahn, premier camp d'internement pour tziganes en Allemagne, qui montre ce regroupement. Évidemment, un des signes distinctifs des Roms, ce sont souvent les roulottes, parce que comme ils sont bien souvent nomades, eh bien c'est ce type de dispositif qu'on voit souvent lorsqu'on a les Roms, qui sont souvent internés avec leurs roulottes dans le camp. C'est assez intéressant de voir cette dimension. Vous voyez ici à Vienne, une déportation de juifs en Pologne, puisque Vienne est devenue allemande à partir de 1938. Donc on rafle les tziganes de Vienne avec, vous voyez, des policiers qui observent ces convois, qui ne sont pas des convois de train, mais plutôt des convois de roulottes qui sont transportés sous convoi, sous escorte, jusque dans les camps. Ce qu'on fait aux tziganes, comme vous le voyez ici, ce sont parfois des expériences physiques sur leur corps. Par exemple, ici, vous voyez la photographie d'un personnage qui a été victime d'expérimentations médicales. Il y a notamment quelqu'un qui était très orienté vers ça, un nazi qui s'appelait le docteur Joseph Mengele, qui a organisé des expériences médicales pour rendre l'eau de mer potable. Donc il testait sur les tziganes, il leur faisait absorber de l'eau jusqu'à des quantités importantes pour voir jusqu'où on pouvait supporter justement l'eau de mer et éventuellement la rendre potable. Donc on est dans le camp de concentration de Dachau, ici. Et montrer ici aussi que les tziganes ont été
d'une certaine façon, aussi victimes des nations ou des pays ou des groupes qui étaient alliés à Hitler, à partir donc de 1942. Alors il y a effectivement, avant d'en venir à cette image, la déportation, lorsque le projet Auschwitz a été décidé par l'Allemagne nazie, en particulier par Hitler, eh bien évidemment, on va commencer à déporter, comme les Juifs, des tziganes dans le camp de Auschwitz-Birkenau, avec un camp qui sera appelé le camp des tziganes. C'est-à-dire que quand vous allez visiter Auschwitz, vous avez le camp dans sa globalité, vous avez une partie du camp qui était réservée aux tziganes, comme s'il y avait une sorte de séparation ethnique entre les populations. Des familles entières sont envoyées à Auschwitz. 23 000 personnes sont recensées à Auschwitz en tant que tziganes entre 1942 et 1944. Les médecins nazis vont à nouveau faire des expériences sur ces populations, stérilisation, trépanation, amputation forcée en quelque sorte. Et ce que l'on sait, à peu près chiffré, c'est que sur les 23 000, 21 000 ne sont pas revenus. C'est-à-dire qu'à peu près une très grande majorité est morte sur place. C'est assez évidemment dur d'entendre ce type de propos, mais c'est un élément important, c'est que l'efficacité d'Auschwitz était tout à fait en vue. Et comme je vous disais, donc, pour en venir à cette image, les alliés d'Hitler ont effectivement eux aussi persécuté les tziganes dans une sorte de collaboration, on pourrait dire, donc dans les pays baltes, en URSS, ça ce sont effectivement les troupes qui vont rafler les tziganes, mais par exemple dans la Serbie occupée, il y a 10 000 morts tziganes qui sont victimes de fusillades, ce qu'on appelait la Shoah par balle, ici la Shoah des tziganes, en 1944. Et puis en Croatie, vous savez qu'une partie de cette Yougoslavie était séparée, les Ustashi, qui étaient les forces croates en faveur d'Hitler, c'est cette image-là, ont organisé des déportations de tziganes de la région de Yougoslavie en les envoyant dans des camps, et en particulier le camp de Jasenovac, qui est un camp en Croatie aujourd'hui, qui est un camp très largement organisé pour la discrimination des tziganes. Et il y a quand même un mot à dire, puisque là j'ai parlé beaucoup de l'Europe centrale, il y a quand même un mot à dire. Alors là, un camp de travaux forcés en Tchécoslovaquie, je passe. Ici, des détenus tziganes dans le camp de travail forcé à Ravensbrück. Donc vous voyez qu'il y a aussi des femmes. On posait la question l'autre fois des femmes avec Fanny. Voilà, les femmes sont présentes aussi et sont amenées à faire du travail forcé, en l'occurrence ici de la filature ou la construction de canis, on pourrait dire, travail forcé. Et puis des rescapés de tziganes dans des baraques de camps de concentration, en particulier ici de Bergen-Belsen, après la libération en 1945. Mais je voulais, alors, quelques ouvrages sur les tziganes. Une revue qui s'appelle la Revue d'Histoire de la Shoah, que je vous recommande, effectivement, les tziganes dans l'Europe orientale, un des numéros, et cet ouvrage de Günther Levy qui évoque la persécution des tziganes par les nazis, ou cet ouvrage plus récent de Monique Edebeau qui s'intitule Les tziganes vers Auschwitz, le convoi Z. Elle parle d'un convoi en particulier qu'elle présente dans cette situation, et puis quelques plaques. Par exemple, ici à Rome, on a pu trouver une plaque qui rappelle la déportation des tziganes, les Ronsinti et Caminanti, qui sont honorés, mais tardivement, en 2001. C'est ça l'intérêt des trois minorités que je vous présente, c'est qu'elles ont été beaucoup plus tard pointées du doigt comme étant des victimes de la barbarie. Au départ, on ne les a pas trop étudiées et pas trop vues. C'est très tard, en 2001, qu'on honore ces populations, et notamment, j'aime bien mettre un peu d'œuvre d'art dans mon propos. Ici, j'ai trouvé cette artiste elle-même, Rome, tzigane, qui s'appelle Seja Stojka, qui est née en 1933 en Autriche, qui est morte en 2013, donc à l'âge de 80 ans, qui était écrivaine peintre autrichienne, mais d'origine tzigane, de famille tzigane, qui a été rescapée du génocide dont je viens de parler. Elle a été elle-même internée à Auschwitz, donc elle connaît effectivement l'horreur d'Auschwitz, et ce n'est qu'après plusieurs décennies, à l'âge de 55 ans, qu'elle décide de parler, d'écrire ou de dessiner, ou de peindre. Et à l'âge de 55 ans, en 1988, elle commence à produire des œuvres qui évoquent ce qu'elle a pu vivre, et en particulier cette violence, notamment ici les trains. Alors il n'y a pas toujours les roulottes, c'est parfois les trains. Donc les trains et la violence de la déportation des trains qu'elle présente à sa manière dans ce tableau, où vous voyez ici la vie en quelque sorte qui pouvait être celle d'une jeune fille, qui peut être elle ou elle, dans un camp, pas dans un camp, dans la vie allemande et autrichienne à cette occasion, mais aussi l'arrivée à un moment donné des forces de répression,
comment est-ce que dans ce tableau, elle montre comment on pousse des personnes, et en particulier on les voit ici, des tziganes, hommes et femmes, dans des camions, dans des wagons, pardon, qui vont partir à Auschwitz ou dans des camps d'extermination. Donc on retrouve ici la violence. Regardez comment les forces nazies, dans ce qu'elles représentent ici, viennent s'en prendre à un camp de Rome ou à un village de Rome, de roulotte. Donc ce témoignage par l'art est assez riche, me semble-t-il, et nous donne un petit peu l'horreur, mais bien plus tard, lorsqu'elle est en âge de maturité. Je voulais évoquer un cas français de la discrimination et de la répression des tziganes. Parce qu'on parle beaucoup de la répression allemande, mais les alliés de Hitler ont eux aussi développé une discrimination et une persécution, puisque le gouvernement de Vichy a lui-même raflé des juifs et a lui-même mené une politique contre les tziganes, et en particulier en créant 2 camps. Peut-être qu'on ne connaît pas ce camp, c'est un camp qui est en Camargue, le camp de Salier, S-A-L-I-E-R, sous la commune d'Arles. C'est un camp de nomades, on appelait ça le camp des nomades. Alors, on a retrouvé aux archives de Marseille des carnets anthropométriques de jeunes personnes qui ont été dans ce camp. C'était un camp de concentration, et ensuite les tziganes partaient à Paris, à Drancy, pour ensuite aller dans les camps européens. Eh bien, la France a fait ce travail, la France de Vichy a fait ce travail de rafle. Il y en avait un autre à Lannemezan. Donc, cet ouvrage de Mathieu Pernaut évoque le camp pour les Bohémiens, autre terme, la mémoire du camp d'internement de nomades de Salier, ouvrage de 2016. Alors, quelques images de ce camp, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, c'est en pleine Camargue, là où il y a les paysages qu'on connaît bien avec les chevaux. Mais là, on a construit ce camp en hâte, qui est un camp, vous voyez, pour y placer ces tziganes raflés en 1942, 1943. Voilà les baraques. Et aujourd'hui, on a un petit mémorial qui évoque ce camp d'internement. Intéressant de voir que, vous voyez, on parle du camp des Gitans de Salier entre juin 42 et août 44. Ici, sous l'autorité du régime de Vichy, furent internés 700 nomades. Alors, on n'est pas dans les nombres importants qu'on a vus à l'est de l'Europe, mais néanmoins, pour montrer qu'en France, il y a eu aussi cette problématique. Et ça, c'est effectivement important. Un mot encore, pour ne pas prendre trop de temps et passer aux 2 autres minorités. Après la guerre, ce qui est important, c'est que avec la discrimination et le génocide des Juifs, il y a eu une sorte de coup d'arrêt. La guerre a été tellement, le génocide des Juifs a été tellement incroyable, je dirais, impensable, irréel, qu'il y a eu une sorte de situation de sidération. C'est vraiment le mot qu'on peut entendre. Et ça a un petit peu stoppé l'antisémitisme. Ça n'a pas éteint complètement, mais ça l'a un petit peu stoppé après la guerre. Alors que, vis-à-vis des tziganes, le rejet des tziganes a continué à exister après la guerre. C'est-à-dire que ces violences n'ont pas stoppé, parce que le silence a été fait sur cette histoire. Et même, je veux dire, la RFA, qui était donc devenue l'Allemagne de l'Ouest démocratique, continuait à réprimer les tziganes sur les bases qu'avait mis en place le nazisme. Ils vont reprendre des enquêtes du nazisme pour aller continuer à discriminer les tziganes qui semblent plus inquiétants. Et donc il va y avoir une forme de discrimination qui va continuer longtemps. On ne reconnaît pas le statut de déporté et de victime de la répression aux tziganes. Il faut attendre 1979 pour que la RFA reconnaisse le caractère raciste des persécutions tziganes. Je passe à mon 2e thème. Maintenant, alors voilà des tziganes dans le camp de Rivesaltes. Il y en avait quelques-uns d'un camp qui est près de Perpignan. Je passe ça. Et je passe au 2e thème qui est le handicap. Le handicap, alors évidemment, c'est un sujet qui aujourd'hui est très prégnant, très important pour nous dans la société dans laquelle nous vivons, à Monaco, en France ou ailleurs. Le handicap est un sujet central. Il l'était moins à cette époque. Et donc, autre catégorie, vous voyez, j'ai parlé d'une catégorie ethnique, maintenant c'est une catégorie qui est liée au physique et au mental, c'est au corps en quelque sorte, et au positionnement des corps dans la société. C'est la manière dont on va discriminer et persécuter des personnes handicapées. On considère que plus de 300 000 victimes handicapées sont ressorties de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire dans tous les pays, mais principalement en Allemagne, on va avoir 300 000 personnes qui ont été persécutées au titre de leur handicap. Comment ? En gazage, en injection létale, on leur injecte des produits pour qu'ils meurent, par piqûre, en dénutrition, c'est-à-dire on les empêche de manger, ou on leur donne une nourriture qui va à terme les mettre dans une maladie profonde et définitive. Et ce qui est intéressant ici à évoquer, c'est par exemple, vous voyez, dès les années 30, il y a un discours extrêmement violent de la part du nazisme, comme par exemple cette photo qui est, vous voyez, de propagande en 1934 avec la légende « Ce malade mental coûte annuellement à l'Allemagne 2000 marks à l'État ». L'idée selon laquelle il y a 2 raisons pour discriminer les handicapés. La première, elle est qu'ils sont coûteux à la société.
Et que la société n'a pas à supporter ce handicap. Ici, c'est l'embarquement de patients handicapés pour être amenés à ce qu'on appelle des camions de gazage. Mais regardez ici, une affiche de 1938, on est avant la guerre, 60 000 Reichsmark, c'est ce que la vie de cette personne souffrant de défauts héréditaires coûte à la communauté populaire. Chers concitoyens, c'est aussi votre argent. Ne donnons pas de l'argent aux handicapés, il nous coûte trop cher. Et par exemple ici, on vous montre la bonne famille allemande qui a un revenu mensuel de 5,50, je ne sais pas exactement ce que ça équivaut, et que l'handicapé coûte autant. Enfin, gagne autant parce qu'il a des allocations, il a des aides, etc. Et donc, il y a une sorte comme ça de différentiel qui est fait par rapport à cette situation. Et donc, on a régulièrement une mise au bord de la société. Mais la deuxième raison, elle est importante, elle est pour des raisons qui sont liées à la puissance imaginaire du Reich. Une société telle que le Reich est une société qui se veut virile, est une société où les faibles n'ont pas de place, où la sélection naturelle est importante, donc il faut éliminer les faibles. Il faut éliminer les faibles, et ces faibles doivent donc être au minimum invisibles, écartés, loin de la société, dans des asiles ou dans des lieux de discrimination, soit, évidemment, on va en profiter, puisqu'on engendre la persécution des juifs et des tziganes, eh bien on va aussi en profiter pour faire disparaître, à peu de frais, des populations handicapées. Il y a une petite différence, parce que ces handicapés ne sont pas des étrangers. Ce n'est pas une catégorie assimilée à une altérité comme les juifs, qui sont parfois allemands, mais considérés comme autres parce que juifs, ou les tziganes qui sont considérés comme venant de loin. Non, là, c'est des personnes qui sont dans les sociétés concernées, de nationalité allemande ou de nationalité française lorsque la France est en place. Et cette volonté de sélectionner ce qu'on pourrait appeler la race allemande a un mot que vous pouvez retenir, c'est le mot eugénisme. L'eugénisme, c'est une théorie qui vise à améliorer une supposée race. Et pour l'améliorer, il faut enlever les éléments impurs, les éléments estropillés, handicapés. Et donc, notamment, ça a été mis en science à la fin du 19e siècle par un scientifique qui s'appelait Francis Galton, qui avait travaillé à la science de l'amélioration biologique de l'espèce humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut stériliser de force ceux qui sont handicapés pour éviter que des handicapés ne donnent des handicapés. Il faut éviter des naissances, donc. Il faut éliminer les handicapés de la société pour qu'ils ne coûtent pas trop à cette société. Et Hitler est très attentif à ce dossier. Il est vraiment versé là-dessus parce que pour lui, un Allemand n'est pas quelqu'un qui boite ou quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Ce serait de très mauvais Allemands. Donc, au début de la guerre, à la faveur de la guerre, eh bien, une soixantaine de bureaucrates, de médecins, parce que ce sont beaucoup de médecins nazis et de dignitaires nazis, vont se réunir pour envisager que dans toutes ces répressions qui vont se mettre en place, on puisse mettre en place une action d'élimination des handicapés. On va appeler ça l'action, avec un K, AK, action, AKTION, T4, c'est-à-dire un programme qui va viser à faire disparaître, en tuant donc, 70 000 à 80 000 handicapés entre janvier 1940 et août 1941. À un moment donné, on va arrêter le processus parce qu'une partie de la population va dire stop, on arrête, on va trop loin. Donc il y a des Allemands qui vont dire il faut arrêter. Donc ils vont ralentir, mais au début, il y a quand même eu 70 à 80 000 victimes dans ce cadre-là, avec notamment cette notion de gazage des handicapés. Vous voyez, on les mettait dans des camions de gaz. Vous voyez que les chambres à gaz, c'est pas simplement Auschwitz. Il y avait ce qu'on appelle des camions de gaz. On faisait rentrer les handicapés, on gazait, et ils étaient évidemment tout de suite tués sur le coup. Dans ce contexte-là, donc c'était des gazages à domicile, on pourrait dire. On allait sur les territoires, on faisait rentrer par 10, par 20, par 5, et on gazait, on actionnait le camion dans ce contexte-là. Et du coup, on va voir émerger cette situation de massacre qui, là aussi, a mis en évidence le fait que pendant longtemps, eh bien, cette répression et cette persécution des handicapés, pendant longtemps, on n'en a pas parlé. C'est pas ce qu'on a retenu après 1945, un peu comme les tziganes. Il y a eu effectivement une situation de silence. Et il a fallu attendre ces dernières années, parce qu'on est beaucoup plus sensible aujourd'hui, et c'est tant mieux, au handicap, pour voir émerger des travaux historiques et des recherches sur cette violence de la société, en particulier allemande, mais aussi des alliés, de l'Allemagne contre les handicapés en 2015 notamment. Toute cette histoire s'est réveillée, puisqu'en 2015, une archiviste allemande a découvert une boîte contenant une centaine d'échantillons de cerveaux, excusez-moi de l'horreur, mais de cerveaux de jeunes handicapés qu'on avait découpés et qu'on avait mis dans une boîte pour les étudier.
Et quand on a découvert ça, c'était une sorte d'horreur. C'était le médecin nazi qui s'appelait Julius Allerdoven. Eh bien, ce Julius Allerdoven était un des responsables de l'action T4, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, cette découverte en 2015 a relancé le débat sur les handicapés et leur, disons, leur discrimination, leur persécution. L'idée, effectivement, c'est que cette notion d'eugénisme condamne à mort tous ceux qui ne sont pas dignes de notre race. C'est ce que disait Hitler. Il faut que notre race soit faite de gens forts et pas de gens qui aient des faiblesses. Donc on élimine, y compris à l'intérieur de cette dite race, ceux qui sont faibles et dans le besoin, aussi bien sur le plan mental que sur le plan physique, avec, et je précise là-dessus, une très forte connivence avec les médecins. Pas tous, heureusement, mais les médecins allemands dans ce contexte-là. Hitler avait envisagé tout ça depuis les années 30, avec cette notion de guerre des malades, sur laquelle on se penchait. Et il y a un film que je vous invite à voir, qui a été produit en 2016, vous voyez, c'est très tard, toute cette histoire, elle est connue que très récemment. Ce film qui s'appelle Nebel August, c'est l'histoire d'un jeune, une vraie histoire, donc ici fictionnelle, d'un jeune garçon qui s'appelait Ernest Lossa, qui avait à peu près votre âge, 14 ans. Il vit dans un établissement psychiatrique dans l'Allemagne nazie et il est assassiné par injection létale, donc on lui fait une piqûre pour qu'il s'endorme définitivement en 1944. Donc c'est l'histoire des dernières semaines, des derniers mois de la vie de ce jeune enfant de 14 ans, mort parce que handicapé mental et pas en mesure de représenter une Allemagne telle qu'on pouvait se la représenter. Vous voyez, la question des handicapés est une question absolument importante aussi, même si le nombre, évidemment, n'a pas atteint, bien sûr, la discrimination et la répression des Juifs. Mais c'est une autre minorité, pour montrer qu'il y a une multiplication de haine à différents niveaux, à différents étages. Je passe au troisième cadre, qui là nous emmène à réfléchir aux orientations sexuelle des populations, une histoire aussi, et c'est le point commun entre les trois, très tardivement abordé. Par exemple, assez récemment, c'était en 2018, ou 19, non, 2021, pardon, cette exposition dans un lieu qui est important pour nous ici, le mémorial de la Shoah à Paris, avec des expositions qui sont proposées d'une manière régulière et sporadique, c'est l'exposition qui s'intitule « Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie », donc une évocation du cas des homosexuels, dont je voudrais vous donner quelques exemples ici. Donc, dans l'univers concentrationnaire nazi, il y a ce sigle qu'on peut retenir, on le retient facilement, c'est ce qu'on appelle le triangle rose. Le triangle rose, c'est un peu l'étoile jaune des homosexuels. C'est-à-dire le triangle rose, c'est ce que en fait, c'est le mot qu'on va employer quand on dit tu es un triangle rose, ça veut dire que tu es un homosexuel qui fait partie du camp, et donc on distingue les homosexuels par rapport aux autres parce qu'ils portent ce triangle rose, évidemment un signe de discrimination, comme l'étoile jaune d'ailleurs, avec les couleurs qui vont avec. Pendant longtemps, cette répression était très peu connue, voire même taboue, à une époque où évidemment la question de l'homosexualité était elle-même taboue dans la société après la guerre. Aujourd'hui, avec une certaine libéralisation de la parole et des comportements, cette homosexualité devient plus normée, on pourrait dire, et donc le sujet se pose sur la Seconde Guerre mondiale. Sachez quand même que 100 000 homosexuels, hommes et femmes, ont été fichés par le régime nazi, 100 000. Et une grande partie de ces 100 000 arrêtés, tous n'ont pas été persécutés, mais une grande partie arrêtés pour fait d'homosexualité. La moitié de ces 100 000 ont fait l'objet au moins d'une condamnation, ce qui était quand même peut-être une action déjà de répression. Mais 10 000 parmi ces 100 000 ont été envoyés parce qu'homosexuels dans des camps de concentration parce qu'ils étaient allemands. Et là aussi, un Allemand ne peut pas être homosexuel. C'est un peu le même principe qu'handicapé. Et la plupart du temps, ces homosexuels sont morts, en particulier dans les camps de concentration. Comme je vous l'ai dit, une évolution de la société a permis de s'emparer du sujet, avec notamment, quand on le voit ici, alors regardez, vous voyez ici les prisonniers du camp de concentration de Sachsenhausen, en Allemagne, surveillés par les gardiens nazis, ils ont tous le triangle rose. Ils sont tous marqués par le triangle, donc ça veut dire homosexuels. Toutes ces personnes sont effectivement présentées à ce titre-là, ici. Et par exemple, lorsqu'ils sont pris en photo à Auschwitz, comme ce personnage qui a été réprimé à Auschwitz, il est en tenue de prisonnier classique, mais il a le triangle qui le distingue. Parce que, évidemment, comme ici, voilà, ces trois prisonniers sont eux aussi marqués du sceau, du fer rouge ou du fer rose, si on peut dire, du triangle, qui renvoie à une dimension importante. Je voulais juste montrer ça, ici. Voilà, quand on va à Auschwitz, il y a des signes distinctifs pour différents types de catégories, pour montrer pourquoi on est là et qui on est.
Et donc effectivement, le triangle, c'est le triangle qu'on donne aux homosexuels pour les distinguer des autres dans ce cadre-là. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'il y a, depuis très longtemps dans la société allemande, ce qu'on appelle le paragraphe 175 de la Constitution et du Code civil allemand, avant même l'arrivée d'Hitler, voilà, le Code civil, le paragraphe 175 du Code civil, qui réprimait l'homosexualité en Allemagne depuis la création du Reich, du Second Reich en 1871. Et ça restera effectivement un article en vigueur encore en RFA après la guerre. Mais ce qui est important, c'est que cette stigmatisation des homosexuels en Allemagne va devenir extrêmement forte lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Il va prendre cet article 175, il va le modifier, le durcir, et la répression contre les homosexuels va monter en flèche à partir de 1934. 1935, forte répression, avec un durcissement des attitudes de l'État par rapport à l'homosexualité. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a une discrimination entre hommes et femmes parce qu'on s'en prend davantage à l'homosexualité masculine qu'à l'homosexualité féminine, qui est très mal vue aussi, qui est parfois punie, mais moins durement que l'homosexualité masculine. Peu de femmes sont parties en déportation, alors que beaucoup d'hommes, le triangle rose, c'était pour les hommes, c'était pas pour les femmes. Alors effectivement, c'est une dimension qui montre que Hitler défend l'idée que trop d'homosexuels dans la société allemande, il y en avait pas mal qui se mettaient en valeur sur le plan artistique. Dans la République de Weimar, dans les années 20, il y a un vrai courant artistique dont pas mal d'homosexuels sont partie prenante. Hitler considère que c'est une décadence de la société et que ces homosexuels n'ont non seulement pas à s'exprimer sur le plan de la culture ou de leur art, mais surtout pas à s'exprimer dans la société, donc les cacher et éventuellement les déporter. Et là aussi, l'opportunité donnée avec la guerre de déportés avec les handicapés et les autres, les homosexuels. Croisade morale des nazis contre ce vice, on va s'en emparer aussi dans les pays qui sont proches d'Hitler ou dans les collaborateurs. En Italie, ce sera le cas par exemple, et bien sûr la France de Vichy qui aura le même attitude, le même comportement, même si on n'ira pas aussi loin que l'Allemagne nazie. L'idée qu'un homosexuel masculin est malade de manière incurable, qu'il est un faible, un efféminé, incapable surtout de combattre pour la nation, impossible d'avoir un enfant et de travailler, donc une menace pour la natalité allemande, tant désirée dans ce contexte-là. Même si, je voudrais pointer cette idée, il y a quand même eu des ambiguïtés avec l'homosexualité parmi les troupes allemandes, et en particulier dans les forces de police, puisque les SA, cette section qui, elle aussi, était une force paramilitaire, avait été dirigée un temps, avant 1935, par un Ernest Röhm, qui était le chef de ce groupe, qui était homosexuel assumé, et qui sera d'ailleurs assassiné dans ce qu'on appelait la nuit des longs couteaux en 1934. Mais Röhm avait montré que dans ces virilités masculines qui existaient dans les groupes nazis, il pouvait y avoir des attitudes homosexuelles que Hitler n'a jamais voulu voir et qu'il a toujours considérées comme étant déviantes. Ça, c'est un élément essentiel. En 1936, on crée un office central du Reich pour le combat contre l'homosexualité et l'avortement, on met les deux sur le même plan, ce qui évidemment prépare à la guerre la discrimination des homosexuels, avec notamment la présence d'homosexuels, comme je vous l'ai dit, dans les camps. Alors, je passe ici, vous voyez cet ouvrage qui évoque, vous voyez, marqué du triangle rose, la même photo que je vous ai montrée tout à l'heure, on a Rosy l'image ici, qui met en scène ces choses-là. Quelques aussi réflexions d'un film qui a été publié en 2001, vous voyez c'est très tard, ça s'appelle Paragraphe 175, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des voix d'homosexuels survivants à la déportation en 2001 qui ont été expliquées dans ce documentaire de témoignages. Alors oui, les homosexuels qui portent le triangle rose lorsqu'ils sont à Auschwitz sont durement traités au titre d'homosexuels. Ils sont, vous l'imaginez, victimes des sarcasmes et des rires des gardes, souvent frappés, humiliés, parfois violés d'ailleurs, séparés strictement des autres, surtout parce qu'on a peur de la contagion, on a peur qu'un homosexuel transmette son vice à d'autres personnes et à d'autres hommes, en l'occurrence c'est des hommes. Donc on n'a pas de statistiques sur les homosexuels dans les camps, mais visiblement, évidemment, ils ont été victimes d'une très violente situation. Et effectivement, ces ouvrages le mettent en scène, avec notamment, désormais, là aussi, des mémoriaux qui émergent. Oui, mais c'est très tard, toujours, 2000. Il faut attendre les années 2000 pour voir que ces sujets abordés. Ici, donc, c'est un mémorial qui se fait au camp de Buchenwald, qui évoque la discrimination des homosexuels pendant la guerre, 650 qui portèrent le triangle rose. Donc, à Buchenwald, on a aussi cette plaque qui évoque, là, à côté des juifs, à côté des autres, la discrimination des homosexuels. Et pour finir, je voudrais vous présenter
Cette figure, hein, parmi d'autres, parce qu'évidemment, chaque parcours est intéressant, je vous en donne un un peu par choix. Pierre Sille, né en 1923 et mort en 2005, homosexuel, je dis de quelle région? De Mulhouse, c'est important de savoir ça, qui a été déporté en 1941, non pas à Auschwitz, mais au camp d'abord du Struthof, pas très loin de Mulhouse, et aussi au camp de Ravensbrück par la suite. C'est un homosexuel, son drame ne retiendra l'attention de la France que justement à la fin des années 90. Il a parlé, il a évoqué, personne ne l'a entendu. Et à un moment donné, il a quand même publié cet ouvrage dans les années 90 qui l'ont rendu un peu plus célèbre, notamment pour les historiens. Qu'est-ce qui est arrivé à Peter Sille? Intéressant, il a été arrêté dans un camp de rencontre d'homosexuels dans un parc de Mulhouse. Il a été arrêté par la Gestapo, il a été torturé, violé, là aussi par humiliation, et envoyé en Allemagne pour se battre sur le front russe. Vous savez, ces Alsaciens, Lorrains, qu'on appelait les malgré nous, eh ben c'est un malgré nous homosexuel, Pierre Sille, puisqu'il est allé forcer à se battre sur le front russe. Un malgré nous qui a effectivement subi beaucoup de discrimination lorsqu'il était au front. Il s'est battu d'une manière évidemment très douloureuse et très particulière. On le voit ici dans un âge avancé, lorsqu'il a une carte de déporté politique. C'est intéressant de voir qu'il a une carte de déporté politique, mais je ne reviens pas. Mais aussi quand il commence à parler de son histoire, il aura le temps de le faire, puisqu'il meurt en 2005, mais ce sera très tard dans l'histoire, dans les années 50, 60, 70, 80, on ne parle pas vraiment de Pierre Sille et des homosexuels dans ce contexte. Lorsqu'il meurt à Mulhouse, vous voyez, on fait une plaque commémorative à la mémoire de Pierre Sille, de 1923-2005, et autres Mulhousiens anonymes arrêtés et déportés par la police pour motif d'homosexualité. C'est la seule raison qui aurait pu l'amener à être déporté, donc sur la façade d'un théâtre à côté du théâtre de Mulhouse, et même à Paris, on a une rue Pierre Sille, dans le 4e arrondissement, qui évoque, vous voyez, sa figure est déporté français pour homosexualité. Donc ça met en évidence cette situation, qui a été aussi un petit peu l'objet d'études, vous voyez, la déportation des homosexuels, ou les homosexuels en Europe. Alors, je voudrais conclure, quelques mots de conclusion, vous voyez, alors c'est un tour d'horizon qui, n'est pas complet, j'ai fait simplement quelques allusions à 3 discriminations qui viennent s'ajouter à la discrimination principale vis-à-vis des Juifs, mais ça nous amène à réfléchir sur les catégories, vous voyez. Une catégorie qui est ethnique, entre guillemets, c'est-à-dire une sorte de population, quand je dis une sorte, c'est la manière dont on voit les tziganes, une sorte de population qui n'est pas ancrée, qui est constamment discriminée, et qui le sera encore après, et qui là trouve un moment de violence extrême, parce que finalement l'ambiance était à la haine, et les tziganes sont pris dans ce flot de la haine, c'est un élément, mais aussi, et ce sont des civils, puisque à chaque fois les 3 sont des civils, puisque c'est le sujet. La deuxième chose sur les handicapés, là, c'est pas une catégorie ethnique, mais c'est une catégorie de différenciation, qui était victime de ces discours complètement hallucinants sur la puissance, sur la force, sur la virilité, sur la volonté d'exclure, l'eugénisme, améliorer la race, faire en sorte qu'elle soit brillante et qu'elle élimine les éléments faibles, quelque chose qui est aujourd'hui une forme d'hallucination. Et troisième chose, donc, vous voyez, les homosexuels, être punis pour ces orientations sexuelles était aussi une forme de violence que pouvaient subir les civils, subir au prix fort. Les femmes aussi, j'ai moins parlé des femmes, mais elles étaient quand même victimes, mais les hommes en particulier, avec cette notion du triangle rose. Peut-être que vous allez vous souvenir de cette notion de triangle rose.